Ma fille a offert un collier à sa belle-mère sous mes yeux, puis m'a regardé et a dit froidement « Tu ne mérites pas de cadeau ». Une trahison familiale déchirante, mais la suite va vous surprendre. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires bouleversantes de la vraie vie. Ma fille a offert un collier à sa belle-mère et m'a dit « Tu ne mérites pas de cadeau ». Je me réveillai à 5 heures du matin et restai longtemps à fixer le plafond de ma chambre, à Pente-l'Évêque. Le soleil s'infiltrait doucement dans la pièce par l'interstice entre les rideaux de lin que je n'avais pas changés depuis la mort de Maurice. Ils étaient délavés avec des motifs floraux, à peine visibles, mais Maurice disait qu'ils donnaient une lumière douce, parfaite pour les matins d'automne. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Chloé, ma petite fille. Elle a 12 ans, j'avais choisi un cadeau spécial pour elle. Un bracelet en argent avec un pendentif en forme de livre. Car Chloé adore lire, comme moi à son âge. Peut-être est-ce que la seule chose que nous ayons en commun, car Nathalie, sa mère, la façonne à son image sophistiquée. Je me levai du lit, grimaçant sous la douleur. Dans mes genoux, le rhumatisme s'était aggravé avec l'arrivée de l'automne. Je marchai lentement vers la salle de bain, évitant de me regarder. Dans le miroir, 65 ans, ce n'est pas un âge où l'on veut se confronter à soi. Le matin, la fête aurait lieu chez Nathalie et son mari, Olivier, à Honfleur, à près d'1 heure de route de ma maison, à Pont-l'Évêque, un quartier chic, où chaque maison semble sortie des pages d'un magazine d'architecture. Quand Nathalie rencontra Olivier, pour la première fois, elle hésitait à l'amener dans notre maison modeste, avec son plâtre fissuré et son vieux jardin. Maintenant, c'est moi qui me sens mal à l'aise en leur rendant visite. Comme une pièce de musée mal placée, je choisis ma plus belle robe, bleu marine, avec un discret motif floral, et passai plus de temps que d'habitude à coiffer mes cheveux gris. Je voulais être présentable. Geneviève Morel, la mère d'Olivier, me lançait toujours un regard évaluateur, comme pour vérifier si j'étais assez convenable pour côtoyer son précieux fils et ses petits-enfants. En emballant le cadeau dans un papier coloré, je pris la route dans ma vieille Renault que Maurice avait achetée en 2016. La circulation sur l'autoroute n'était pas aussi dense que je le craignais, et à 11 heures, j'étais garé devant la maison de Nathalie, leur manoir, à 2 étages, avec des colonnes blanches, suscitait toujours en moi un mélange d'admiration et une vague amertume. Olivier gagne bien sa vie dans son cabinet d'avocat, mais même ses revenus ne suffiraient pas pour une telle maison sans l'aide généreuse de ses parents. Je sonnai à la porte, serrant le cadeau et un bouquet de fleurs. Marie, leur gouvernante, une femme d'une 50aine d'années, au sourire poli, ouvrit la porte. « Bonjour, Madame Berger, dit-elle, prenant mon manteau à tout le monde. Et dans le salon. Je traversai le couloir spacieux, essayant d'ignorer les nouvelles œuvres d'art, accrochées au mur par Nathalie, des peintures modernes, dont je ne comprenais rien. Des voix et des rires venaient du salon. Chloé me vit la première et courut pour m'enlacer, malgré l'influence de Nathalie. Elle était encore assez petite pour être sincèrement heureuse de me voir. « Grand-mère !» s'exclama-t-elle en m'enlaçant. Elle sentait la vanille et un parfum pour enfant, coûteux. « Joyeux anniversaire !» Ma chérie, lui tendis-je le cadeau. Nathalie s'approcha de nous, un verre de mimosa à la main, ses cheveux relevés et nos chignons parfaits. Elle portait une robe qui coûtait sûrement 3 de mes pensions. « Maman, tu es en avance, » dit-elle. Au lieu de me saluer, nous t'attendions pour midi. Et j'avais peur d'être en retard, à cause de la circulation, répondis-je, essayant de masquer
combien son accueil froid me blessait. Oh. Eh bien, puisque tu es là, Marie, apporte quelque chose à boire à maman. À cet instant, Geneviève Morel, la mère d'Olivier, entra dans le salon, une femme élégante, de 66 ans, aux cheveux blonds, platine, impeccables, et au maquillage parfait. Elle portait un collier de perles autour du cou et des boucles d'oreilles. En diamant, elle m'adressa un léger signe de tête. « Amélie, ravie que vous ayez pu venir. » Pas d'embrassade, pas de mots chaleureux, juste une constatation. J'étais habituée à être traitée ainsi. En des années de connaissances, Geneviève avait toujours fait comprendre que moi, simple employé de poste, je n'étais pas à la hauteur de son cercle social. Pendant ce temps, Chloé déballa mon cadeau et poussa un cri de joie. « Grand-mère, c'est magnifique. Regarde, maman, il y a un petit livre qui s'ouvre. » Nathalie jeta un coup d'œil au bracelet et sourit de manière forcée. « Ah, c'est très joli, maman, » dit-elle, d'un ton qui laissait entendre qu'elle n'aimait pas le cadeau. Olivier, mon gendre, un homme grand, avec un début de calvitie, s'approcha pour me saluer. Il était toujours poli, mais distant, comme si j'étais une parente éloignée, pas la mère de sa femme. « Comment vas-tu, Amélie? Comment va la maison? A-t-elle besoin de réparation? » « Merci, Olivier, ça va, répondis-je, bien que, en vérité, le toit de feuillé et la plomberie nécessitaient un remplacement, mais je ne voulais pas paraître dans le besoin, pas ici, pas devant eux. Vers 13h. Les autres invités commencèrent à arriver. Les camarades de classe de Chloé, plusieurs couples amis, de Nathalie et Olivier, et mon fils, Adrien Bunch, avec sa femme, Sophie. Ils furent les derniers à arriver, et je remarquai Nathalie levèrent les yeux au ciel. En les voyant, Adrienson, comme toujours, semblait sortir d'un salon de coiffure. Cheveux parfaitement coiffés, chemise de marque, montre coûteuse. Il s'approcha de moi, m'enlaça brièvement et s'éloigna immédiatement en voyant un associé d'Olivier. Je restai debout dans un coin du salon, observant tout le monde, socialisé. Nathalie passait d'un invité à l'autre, riant et discutant. Elle savait toujours être l'âme de la fête. Sa vie avec Olivier et sa famille lui avait appris cela. J'étais plutôt une auditrice qu'une conteuse. Après le dîner, vint le moment des cadeaux. Chloé s'assit au centre du salon, entourée de boîtes, de tailles variées. Elle les ouvrit une par une. Une nouvelle tablette de ses parents, un sac à dos de marque d'Adrien et Sophie, un bon pour une balade à cheval de ses amis, puis Nathalie sortit une petite boîte en velours. « Celui-ci est spécial, » dit-elle, regardant Geneviève. « C'est d'Olivier et moi, pour grand-mère Geneviève. » J'ai cligné des yeux, surprise. Un cadeau pour Geneviève, à l'anniversaire de Chloé. C'était étrange. Mais je restai silencieuse. Geneviève ouvrit la boîte et en sortit un collier, délicat, en saphir, les pierres bleues, scintillaient sous la lumière, du lustre. « Oh, Nathalie, Olivier, c'est magnifique, » dit Geneviève, un éclat de joie sincère sur son visage. Habituellement impassible. « Les saphirs sont vos préférés, » dit Nathalie, en aidant sa belle-mère à mettre le collier. « Et ils s'accordent parfaitement à vos yeux. » Ça, j'observais cette scène avec une perplexité croissante. En toutes ces années, Nathalie ne m'avait jamais offert quelque chose de semblable. C'était généralement des cartes cadeaux impersonnelles ou des ensembles cosmétiques de dernière minute. Quel beau collier, dis-je, incapable de résister. Il a dû coûter une fortune. Une pause gênante s'installa. Nathalie Milens, un regard agacé. Maman, l'argent, ce n'est pas tout, dit-elle.
Je trouvais juste qu'il était joli. Je tentais de me défendre. Nathalie se pencha vers moi et dit, à voix basse, mais distinctement, « Tu es juste jalouse. Mais ces choses ne sont pas pour toi, tu ne mérites pas de tels cadeaux. » Ces mots me frappèrent comme une gifle. Je sentis mes joues s'empourprer. La pièce devint soudain silencieuse, et je réalisai que plusieurs personnes avaient entendu la phrase. « Je suis désolée, marmonnai-je, et me précipitai hors de la pièce, vers la salle de bain. En fermant la porte derrière moi, je m'appuyai contre le lavabo et pris une profonde inspiration, retenant mes larmes. Le miroir reflétait mon visage rougi et mes yeux pleins de douleur. Comment pouvait-elle dire une telle chose, Moi, sa mère, indigne d'un beau cadeau? Je restai là, me remémorant comment tout avait commencé. Nathalie était née quand j'avais 25 ans. Maurice en avait 27. Nous étions jeunes, pleins d'espoir et d'amour. Elle était une enfant si joyeuse, avec des yeux brillants et un rire contagieux. Je me souviens d'elle courant dans le jardin de notre première petite maison, attrapant des papillons, cueillant des fleurs. Je me souviens de lui lire des histoires au coucher, de tresser ses couettes avant l'école. Quand elle avait 10 ans, Adrien naquit. Nathalie était si fière de s'occuper de son frère, m'aidant à changer ses couches, chantant des berceuses. Elle était ma petite aide, ma fierté. Que s'était-il passé quand cette petite fille s'était-elle transformée en cette femme froide et calculatrice, pour qui les valeurs matérielles comptaient plus que les liens familiaux? Le changement avait commencé progressivement lorsqu'elle entra à l'université. Elle étudiait la finance et commença à fréquenter des jeunes de familles aisées. Je la voyais s'éloigner de Maurice et moi quand nous venions lui rendre visite, mes vêtements démodés, les manières simples de Maurice, notre voiture bon marché. Elle rentrait moins souvent le week-end, et quand elle le faisait, elle passait son temps au téléphone, à envoyer des messages à ses amis. Puis elle rencontra Olivier Morel lors d'un événement étudiant. Il venait d'une famille riche, son père possédait une grande entreprise de construction et sa mère, Geneviève, était promotrice immobilière. Olivier charma Nathalie par son assurance, son éducation et bien sûr les perspectives qu'un mariage avec lui promettait. Quand elle l'amena à la maison pour le dîner, je vis son regard parcourir la maison, pas avec un mépris ouvert, mais avec une condescendance subtile que j'avais appris à reconnaître, après des années, à servir des clients de toutes sortes au bureau de poste. Après leur mariage, Nathalie adopta de plus en plus les manières de la famille Morel. Elle changea sa garde-robe, sa coiffure, même son accent. Elle commença à fréquenter les mêmes salons de beauté que Geneviève, rejoignit le même club de loisirs, et peu à peu, elle se mit à me regarder, à travers les yeux de Geneviève, comme une femme simple, manquant de sophistication et de classe. Peut-être était-ce ma faute. Je n'avais jamais aspiré au luxe. Satisfaite de notre vie modeste, avec Maurice, nous avions travaillé dur pour éduquer nos enfants, mais n'avions pas pu transmettre un héritage ou des relations dans la haute société. Tout ce que nous avions, c'était de l'amour et des soins, mais cela semblait ne pas suffire quand Maurice décéda d'une crise cardiaque il y a 3 ans. J'espérais que le deuil nous rapprocherait, mes enfants et moi. Au lieu de cela, ils devinrent encore plus distants. Nathalie et Adrien organisèrent les funérailles sans me consulter, choisirent un cercueil coûteux et des couronnes, puis m'envoyèrent une partie de la facture comme si je n'étais pas une veuve, mais une parente avec qui partager les frais. Après la mort de Maurice, je restais avec la villa
à Pont-l'Évêque. Une maison ancienne, mais spacieuse, avec un jardin, que nous avions acheté il y a 20 ans, avec toutes nos économies et un prêt hypothécaire. Nous l'avions enfin remboursé, 1 an avant sa mort. Il était si fier de cet accomplissement qu'il avait organisé une petite fête à laquelle Nathalie n'était pas venue, disant qu'elle était occupée. J'essuyai mes larmes et regardai l'horloge. J'étais dans la salle de bain depuis presque 15 minutes. Il fallait retourner auprès des invités, sinon mon absence deviendrait encore plus remarquée. Quittant la salle de bain, j'entendis des rires venant du salon. En y revenant, je vis que la fête continuait, comme si rien ne s'était passé. Chloé jouait avec les autres enfants, les adultes discutaient en petits groupes. Nathalie se tenait à côté de Geneviève et elles admiraient toutes deux le nouveau collier. Personne ne remarqua mon retour. Je m'assis discrètement dans un fauteuil dans un coin de la pièce. Après un moment, Marie apporta le gâteau, une merveille de pâtisserie, à 3 étages, avec des figurines en pâte à sucre et 12 bougies. Tout le monde chanta « Joyeux anniversaire » et je chantais aussi, essayant de ne pas penser aux mots de Nathalie. Après le gâteau, les invités commencèrent à partir, moi aussi. Je m'apprêtais à quitter, réalisant que ma présence ne faisait que ternir la célébration de ma fille. « Tu pars déjà » demanda Nathalie. Alors que je cherchais mon sac, il n'y avait pas de regret dans sa voix, mais plutôt du soulagement. « Oui, je dois y aller. Merci pour la fête, » répondis-je. Formellement, « Chloé a aimé ton cadeau, » dit-elle, et c'était probablement la seule chose sincère de notre conversation. « Je suis contente. Dis-lui que je l'aime. » Nathalie hocha la tête, mais ne dit rien sur notre échange précédent. Pas d'excuse, pas d'admission, que ces mots avaient été cruels. Je réalisais qu'elle ne pensait pas avoir fait quelque chose de mal. Sur le chemin du retour, je réfléchis à combien notre relation avait changé. J'avais été, autrefois, tout un monde pour elle, une maman qui pouvait consoler, protéger, enseigner. Maintenant, j'étais juste un rappel gênant d'un passé qu'elle voulait oublier. De retour chez moi, je parcourus lentement les pièces vides, sans Maurice. La villa semblait trop grande, trop silencieuse. Sur la cheminée, des photos. Nathalie et Adrien, enfants. Notre mariage avec Maurice. Le premier jour d'école. De Chloé. Je pris une photo de Nathalie et moi à la plage. Elle avait environ 8 ans, souriante à la caméra. Blottie contre moi, je me souvenais de ce jour. Comment nous avions construit des châteaux de sable, comment elle criait de joie quand les vagues léchaient nos pieds. Mais tu ne mérites pas de tels cadeaux. Ces mots résonnaient dans ma tête, blessant à chaque rappel. Étais-je digne, après toutes ces années dédiées à mes enfants, après tous les sacrifices faits pour leur bien-être? Je reposai la photo sur l'étagère et allai dans la cuisine, me préparer du thé. La maison craquait et gémissait comme un vieil homme atteint d'arthrite. Combien d'années encore vivrai-je ici, seul, m'accrochant à des souvenirs de temps meilleurs? Et que se passera-t-il quand je serai trop vieille, au malade, pour m'occuper de moi? Nathalie et Adrien prendront-ils soin de moi? Ou finirai-je dans une maison de retraite, laissée à moi-même? Pour la première fois, je me permis de penser que peut-être je ne devrais pas rester dans cette grande maison, pleine de fantômes du passé. Peut-être était-il temps de changer ma vie, tant que j'avais encore la force et l'opportunité. Après l'anniversaire de Chloé, je ne sortis pas de la maison pendant des jours. Les mots de Nathalie résonnaient toujours dans ma tête, comme un disque rayé. Tu ne mérites pas
de tels cadeaux. Chaque matin, je me réveillais avec cette phrase et m'endormais. Avec elle, le plus frustrant était que Nathalie n'avait même pas appelé pour s'excuser. Apparemment, elle ne pensait pas avoir dit quelque chose de mal. Aujourd'hui, je décidai de ranger les vieux albums photos dans le sous-sol, des boîtes de photos familiales que Maurice et moi avions collectées toutes au long de nos vies. Je n'y avais pas regardé depuis sa mort. Ça faisait trop mal de voir son visage souriant, ses yeux bienveillants. En descendant les escaliers grinçants, j'allumai l'ampoule, féible. Le sous-sol était sec, mais poussiéreux. Dans un coin, des boîtes soigneusement étiquetées, de l'écriture de Maurice. Mariagé, enfance de Nathalie, enfance d'Adrien, vacances familiales. À côté, des boîtes de jouets que j'avais gardées pour mes petits-enfants, bien que Nathalie ne laissait jamais Chloé jouer avec ces vieux objets. Je pris la boîte, marquée « Année scolaire de Nathalie », et la portai dans le salon, m'installant dans un fauteuil avec une tasse de thé. J'ouvris le couvercle. L'odeur du vieux papier et le léger parfum de lavande que j'avais autrefois mis pour préserver les photos m'enveloppa, me ramenant dans le temps. Voici Nathalie. Le premier jour d'école, une fillette de 6 ans, avec 2 couettes et un sourire édenté. Je me souviens d'avoir repassé son uniforme la veille, tressé ses cheveux, essayant de faire des couettes parfaites. Elle était si excitée qu'elle toucha à peine. Son petit déjeuner, je tournai la page de l'album Nathalie, au concert scolaire, pourtant une robe blanche, que j'avais cousue moi-même, économisant sur mes vêtements. Elle jouait de la flûte, et bien qu'elle ne fût pas la plus talentueuse du groupe, Maurice et moi applaudissions le plus fort. La photo suivante me fit sourire. Nathalie, le visage sale, dans le jardin de notre ancienne maison. Nous plantions des tomates, et elle creusait la terre, avec tant d'enthousiasme qu'elle s'était salie de la tête aux pieds. Je me souviens de son rire alors que j'essayais de frotter la terre sur ses joues. Quand les choses avaient-elles changé, quand ma fille aimante s'était-elle transformée en la femme froide et calculatrice que j'avais vue à l'anniversaire de Chloé. Je fermai l'album et m'adossai au fauteuil, me plongeant dans mes souvenirs. Les premiers signes de changement étaient apparus quand Nathalie rencontra la famille d'Olivier. Je me souviens de leur première rencontre avec Geneviève et Grégoire Morel. Les parents d'Olivier, c'était dans un restaurant où nous avions été invités à une réunion familiale. Le restaurant était du genre où le menu n'a pas de prix et les serveurs parlent avec un accent. Je portais ma meilleure robe et Maurice son unique costume, réservé aux occasions spéciales. Nous étions arrivés dans notre vieille Peugeot et j'avais remarqué Nathalie froncer le nez en nous garant devant le restaurant. Geneviève et Grégoire nous attendaient à une table, elle en tailleur de soie, lui en veste parfaitement taillée. Madame Berger, mais Bergia. Geneviève tendit la main pour serrer la nôtre, sans même songer à nous embrasser. Ravie de vous rencontrer. Appelez-moi Amélie, dis-je, essayant d'être amicale. Bien sûr, répondit-elle, d'un ton qui indiquait qu'elle n'allait pas m'appeler par mon prénom. Nous n'avions pas beaucoup parlé. Pendant le dîner, Grégoire questionnait Maurice sur son travail dans une entreprise de construction, et je voyais son expression changer quand Maurice parlait de son poste de contremaître. « Et vous, Amélie, que faites-vous » demanda Geneviève, sirotant son vin. « Je travaille à la poste, » répondis-je. « Depuis 25 ans, maintenant. »« Comme c'est intéressant, » dit-elle, et une lueur, semblable à de la pitié, passa dans ses yeux. Je remarquai Nathalie jouer nerveusement avec sa serviette. Elle participait à peine à la conversation, hochant la tête et souriant
comme si elle craignait de dire quelque chose de travers. Quand le menu arriva, je fus déconcerté par l'abondance de noms français que je ne pouvais pas lire. Que recommandez-vous? Demandai-je au serveur. La bouillabaisse est excellente, répondit-il. Bouilla quoi? Demandai-je, prononçant mal le mot. C'est une soupe de poisson, maman, siffla Nathalie, et je vis Geneviève et Olivier échanger un regard. Mais, oh, je vois, dis-je, me sentant ridicule. Je vais prendre ça. Alors? Après le dîner, alors que Maurice et moi rentrions chez nous, je lui demandai ce qu'il pensait. Des parents d'Olivier, des snobs prétentieux, grommela-t-il. Surtout la mère. Elle nous regardait comme si nous étions de la saleté sous ses chaussures. Maurice n'exagère pas, tentai-je de le rassurer, bien que, intérieurement, je fusse d'accord. Ils sont juste différents. Ils viennent d'un autre milieu. Exactement. Et ils ne nous accepteront jamais. Dans leur milieu, j'espère que Nathalie sait dans quoi. Elle s'engage. Lindas. Mais Nathalie semblait fascinée par la vie des Morel. Après cette rencontre, elle commença à parler d'eux, plus souvent, admirant leur maison, leur voyage, leurs relations. Elle se mit à changer, imperceptiblement au début, puis de plus en plus. Un incident qui me reste en mémoire s'est produit 1 mois avant leur mariage. Nathalie avait amené Olivier pour le dîner, et j'avais préparé ma spécialité, un gratin de thon, que Nathalie adorait. Enfant, maman, tu sais qu'Olivier ne mange pas de thon en conserve, dit-elle. En voyant le plat, je t'ai dit qu'il est allergique au conservateur. Mais tu ne me l'as jamais dit, rétorquai-je, sentant mes jours, s'empourprer, même ici, je te l'ai dit, tu as juste oublié, me coupa-t-elle, mais, comme toujours, la soirée fut gâchée. Olivier refusa poliment le gratin et Nathalie picora dans son assiette, comme si j'avais servi quelque chose d'immangeable. Après le dîner, quand Olivier sortit fumer, Nathalie me prit à part. « Maman, tu pourrais faire un peu plus d'efforts, siffla-t-elle. Geneviève a dit qu'il faut cuisiner quelque chose de spécial pour les grandes occasions, pas de la nourriture quotidienne. Mais tu as toujours aimé ces gratins, répondis-je, perplexe. Ah, c'était quand j'étais petite. Nathalie leva les yeux au ciel. Les gens changent. Geneviève dit qu'un bon dîner, c'est du filet mignon ou du homard, pas un gratin en boîte. À cet instant, je réalisais, pour la première fois, que ma fille n'était plus ma fille. Elle était devenue une copie de Geneviève, répétant ses opinions, ses goûts, ses jugements. Après le mariage, les choses ne firent qu'empirer. Nathalie et Olivier emménagèrent dans une maison, achetée avec l'aide des parents d'Olivier, et intégrèrent leur monde. Je voyais ma fille de moins en moins souvent, et quand je la voyais, je sentais l'écart grandissant entre nous. Quand Chloé naquit, j'espérais que la maternité adoucirait Nathalie, lui rendrait quelque chose de la fillette que je connaissais, mais là aussi, Geneviève avait le dessus. Elle insista pour engager une nounou pour Chloé dès le premier jour. Même si Nathalie pouvait prendre un congé de maternité, elle choisit les vêtements pour la petite, les jouets, détermina même quelle école maternelle Chloé fréquenterait. Geneviève dit que Montessori est le meilleur choix pour le développement de l'enfant, me dit Nathalie, quand je suggérais une école près de chez moi pour pouvoir récupérer ma petite fille après le travail. Mais c'est si loin de chez vous, objectai-je, et ça coûte une fortune. L'argent n'est pas le plus important quand il s'agit du développement d'un enfant, répondit Nathalie, avec le ton de Geneviève. Geneviève dit qu'il est criminel d'économiser sur l'éducation. Et c'était vrai pour tout. Geneviève dit. Geneviève pense
Geneviève recommande. Mes conseils, basés sur mon expérience de mère, étaient rejetés comme dépassés et sans pertinence. Adrien Hans, mon fils, était plus proche de moi. Au début, il était un fils à sa maman, cherchant toujours mon approbation, mon soutien, mais après le mariage de Nathalie, il commença à changer. Aussi, je remarquai comment il admirait son beau-frère, son succès, ses relations, son mode de vie. Adrien avait toujours été ambitieux, mais son ambition concernait autrefois les réalisations, pas le statut. Maintenant, il devint obsédé par les attributs du succès, montrées coûteuses, costumes élégants, clubs prestigieux. Il prit un emploi comme représentant d'une entreprise pharmaceutique. Sa tâche était de convaincre les médecins de prescrire les médicaments de sa société. Il gravit rapidement les échelons de sa carrière, mais je voyais ses valeurs changer. Autrefois, il parlait de vouloir aider les gens. Maintenant, il parlait de commission et de bonus. Quand il rencontra Sophie, une fille d'une famille riche, je réalisai que je l'avais perdue aussi. Sophie était belle, intelligente et complètement vide. À l'intérieur, elle ne s'intéressait qu'aux tendances, aux statuts et aux réseaux sociaux. Elle me regardait de la même manière que Geneviève, avec un mépris à peine dissimulé. Je me souviens d'un incident particulier, gravé dans ma mémoire. Il y a environ 2 ans, nous étions réunis pour la fête de Noël. Chez Nathalie, Geneviève, comme d'habitude, était en bout de table, bien que, traditionnellement, c'était ma place en tant que mère de la famille, mais j'étais habituée à ces petites humiliations et n'y prêtais pas beaucoup d'attention au dîner. La conversation tourna vers la politique et j'exprimai mon opinion sur la nouvelle loi sur la santé, basée sur ce que j'avais lu dans le journal. Maman, tu confonds les faits, m'interrompit Nathalie. Geneviève, explique-lui, s'il te plaît, comment ça fonctionne. Vraiment. Geneviève commença à m'expliquer la politique d'un ton condescendant, comme si j'étais une enfant, incapable de comprendre des choses compliquées. Je remarquai Adrien et Sophie échanger des regards, retenant à peine leur rire. Maman a toujours eu des idées bizarres sur la politique, dit Adrien, faisant un clin d'œil à Olivier. Tu te souviens, quand elle a voté pour ce candidat à la mairie, impliqué plus tard dans un scandale. Je l'ai soutenu parce qu'il promettait d'améliorer les transports publics, rétorquai-je. Je ne pouvais pas savoir qu'il serait malhonnête. C'est pourquoi il est si important d'être un électeur informé, intervint Geneviève. Je fais toujours des recherches approfondies avant de prendre une décision. Tout le monde n'a pas le temps pour ça, dis-je. Certains d'entre nous doivent travailler à plein temps. Oh, bien sûr, répondit Geneviève, avec une fausse sympathie. Ça doit être épuisant de rester debout, derrière un comptoir, toute la journée. En fait, mon travail implique beaucoup de choses, commençai-je, mais Nathalie m'interrompit. Maman, ne parlons pas de ça maintenant. Goûte cette sauce. Geneviève a partagé la recette. Rose. Je me tus, mes joues brûlant d'humiliation. Adrien baissa les yeux sur son assiette, évitant mon regard. Il ne me défendit pas, ne dit pas un mot, pour me soutenir. Après le dîner, alors que nous passions au salon pour le café et le dessert, je remarquai Chloé regarder mon sac avec intérêt, un vieux sac en cuir, mais élégant, que Maurice m'avait offert pour notre 20e anniversaire. « Grand-mère, pourquoi as-tu un sac si vieux ?» demanda-t-elle, innocemment. La maman et la grand-mère de Geneviève ont toujours des sacs neufs. Avant que je puisse répondre, Nathalie intervint.
Chloé, tout le monde ne peut pas s'offrir de belles choses. Grand-mère Amélie a eu une vie différente. Mon sac est beau, objectai-je. Il est en cuir et très solide. Ton grand-père me l'a offert et je l'aime. Mais ce n'est pas une marque, dit Sophie, regardant mon sac. Personne ne porte ça, de nos jours. Je porte des choses parce que je les aime, et qu'elles sont utiles, pas parce qu'elles sont à la mode, dis-je, essayant de parler calmement. Réponse typique de quelqu'un qui ne peut pas se permettre des marques. Ricane Adrien. Et tout le monde, sauf moi. Rité. Je me souviens d'être resté là, tasse de café en main, pensant à mes propres enfants, se moquant de moi, de mes choix, de mes valeurs, de ma vie, et le faisant devant ma petite fille, lui apprenant à me mépriser. Après ce Noël, je vis mes enfants encore moins souvent. Je les appelais, proposais de les rencontrer, les invitais à dîner, mais ils étaient toujours trop occupés. Nathalie travaillait à la banque. Adrien voyageait pour des conférences. Ils avaient toujours une raison de ne pas me voir. La seule personne encore chaleureuse avec moi était Chloé. Nathalie l'avait inscrite à tant d'activités qu'elle n'avait pas beaucoup de temps libre. Geneviève dit que les enfants modernes doivent se développer de toutes les manières, expliqua Nathalie, quand je proposai de prendre Chloé pour le week-end. Et puis, il y eut cette histoire dérobée. C'était il y a environ 1 an, quand Chloé se préparait pour un concert scolaire. Nathalie m'appela, en panique. La robe commandée pour le spectacle n'était pas arrivée à temps et le concert était dans 2 jours. « Maman, tu sais coudre, dit-elle. Oh, pourrais-tu faire quelque chose de simple pour Chloé ? J'étais si heureuse de pouvoir aider. J'acceptais dépenser toutes mes économies pour acheter un beau tissu et des accessoires et passer 2 nuits à confectionner une robe magnifique. Brodée, j'y mis tout mon amour, tout le savoir-faire, accumulé au fil des années. Quand je la portai, Nathalie la regarda, d'un air dubitatif. « Maman, elle fait un peu fait maison, dit-elle. Je pensais que tu ferais quelque chose de plus moderne. Mais elle est belle, objectai-je, et j'ai brodé des notes, parce que le concert est musical. Geneviève dit que la broderie à la main fait cheap, répondit Nathalie. Tout est fait à la machine. Maintenant, à cet instant, Geneviève entra dans la pièce. Elle regarda la robe d'un œil critique. Nathalie, ma chère, tu ne peux pas envoyer Chloé sur scène. Dans ça, dit-elle, que penseront les autres parents? Que nous ne pouvons pas acheter à l'enfant des vêtements corrects. Mais la robe n'est pas arrivée, et le concert est demain, rappela Nathalie. J'ai déjà résolu ce problème. Dites Geneviève, j'ai appelé la boutique, et ils ont mis de côté une belle robe de créateur. Pour nous, nous pouvons la récupérer. Aujourd'hui, Nathalie soupira, de soulagement. Merci, Geneviève, tu as sauvé la situation. Elles se tournèrent vers moi avec des sourires faux. Merci d'avoir essayé. Maman, dit Nathalie, peut-être que Chloé pourra porter cette robe à la maison. Quand elle joue, je partis de là, le cœur lourd, tenant la robe, dans laquelle j'avais mis tant de travail et d'amour à la maison. Je l'accrochai soigneusement dans mon placard, pensant que peut-être Chloé l'apprécierait un jour, mais au fond, je savais que cela n'arriverait jamais. Nathalie et Geneviève s'assureraient que ma petite fille grandisse avec les mêmes valeurs qu'elle, où la marque comptait, pas les sentiments. Le statut, pas le lien, assise maintenant dans mon salon, une album photo. Sur les genoux, je réalisais que j'avais enfin perdu mes enfants
Ils avaient grandi, devenus prospères, selon les normes de la société, mais avaient perdu quelque chose d'essentiel, la capacité d'apprécier les choses simples, de voir la beauté dans l'ordinaire, de respecter le travail et la sincérité. Ils étaient devenus des copies exactes de Geneviève et de son monde, un monde où la valeur d'une personne est déterminée par la marque de ses vêtements, l'adresse de sa maison, son cercle social, un monde où il n'y a pas de place pour une vieille femme, aux mains calleuses et aux manières simples. Tu ne mérites pas de tels cadeaux. Peut-être Nathalie avait-elle raison. Je ne suis pas digne d'un collier de saphir, pas digne de leur vie glamour, de leur éclat ostentatoire. Mais ne suis-je pas digne de respect? Ne suis-je pas digne de l'amour de mes enfants, que j'ai élevé en sacrifiant tout? Je fermai l'album et le remis dans la boîte. Il était temps d'arrêter de vivre. Dans le passé, temps de faire face à la vérité. Mes enfants avaient changé et aucune photo, aucun souvenir ne les ramènerait tels qu'ils étaient. Je devais décider que faire de ma vie. Ensuite, comment vivre avec cette douleur et cette déception. L'invitation à un dîner familial arriva de manière inattendue. Habituellement, Nathalie appelait des semaines à l'avance pour me dire de ne rien prévoir à cette date, comme si j'avais une agenda rempli d'événements sociaux, mais cette fois, elle téléphona seulement 2 jours avant. Maman, Olivier et moi organisons un petit dîner ce vendredi, dit-elle, de ce ton particulier qu'elle utilisait pour les conversations d'affaires. Rien d'extravagant, juste la famille et quelques collègues d'Olivier. Peux-tu venir? J'ai soupçonné qu'il y avait quelque chose derrière cette invitation soudaine, mais je dis oui. Après tout, je n'avais pas vu ma petite fille depuis presque 1 mois. Le vendredi soir, il pleuvait, je craignais d'être en retard. La circulation sous la pluie à Pont-l'Évêque est un cauchemar, mais j'eus de la chance. J'arrivai à 19h exactement, comme indiqué. Dans l'invitation, Olivier ouvrit la porte, avec un étrange sourire et un verre de whisky. À la main, Amélie, entre, dit-il, me faisant signe d'avancer. C'est tout le monde est déjà là. 10 personnes étaient réunies dans le salon. Je remarquai Geneviève, assise dans un fauteuil, près de la cheminée, comme sur un trône. Adrien et Sophie se tenaient à côté, tous deux, avec des coupes de champagne. Nathalie parlait à 2 hommes, en costume d'affaires, probablement, des collègues d'Olivier. Chloé n'était nulle part. Où est Chloé? Demandaille, regardant autour. Elle est à une soirée pyjama, chez une amie, répondit Nathalie, s'approchant de moi. C'est un dîner d'adultes, maman. J'ai ressenti une pointe de déception. Donc, je n'étais pas là, pour ma petite fille. Mais alors, pourquoi? Nathalie me présenta aux collègues d'Olivier, Thibault, Garnier et Victor Lemoine, associés dans son cabinet. Ils hochèrent la tête poliment, mais leur regard revinrent immédiatement sur Nathalie, qui était éblouissante, dans une robe rouge foncée, mettant en valeur sa silhouette. Maman, prends quelque chose à boire, dit Nathalie, pointant le bar. Olivier peut te préparer un cocktail? Merci, mais je conduis, juste de l'eau, peut-être. Nathalie fronça le nez, comme si j'avais dit quelque chose d'inapproprié. Maman, tu pourrais prendre un taxi pour rentrer, ou rester dans la chambre d'amis. Je préférerais rentrer ce soir, dis-je fermement. J'ai des projets demain. C'était un mensonge, mais je ne voulais pas rester dans cette maison plus longtemps que nécessaire. La chambre d'amis, autrefois réservée pour moi, était maintenant
la salle de sport d'Olivier. Nathalie haussa les épaules et retourna auprès de ses invités. Je pris un verre d'eau et trouvai une place sur le canapé, à côté d'Adrien. Quoi de neuf? Maman? Demanda-t-il, les yeux rivés sur son téléphone. Pas mal, répondis-je. Comment va le travail? Tu disais attendre une promotion. Je l'ai eue. Adrien détourna les yeux de l'écran une seconde. Et je suis manager régional maintenant. Plus de voyages, mais des bonus plus élevés. Félicitations, dis-je sincèrement. Je suis fier de toi. Adrien hocha la tête et replongea dans son téléphone. Notre conversation était terminée. Le dîner se passa dans une atmosphère tendue. J'étais assise entre Sophie et un des collègues d'Olivier qui parlait sans cesse de sa nouvelle Porsche et de son voyage à Cannes. Nathalie et Olivier étaient en bout de table. Geneviève, à côté de son fils. Ils discutaient de politique, d'investissement, d'immobilier à Cannes. Des sujets dont je ne comprenais pas grand-chose. Quand la conversation tourna vers les prochaines élections, j'osai exprimer mon opinion sur le candidat que je soutenais. Olivier sourit avec indulgence. Amélie, chez candidate, n'a aucune chance. Son programme est économiquement non viable. Je pense que ses positions sur les questions sociales sont très importantes, rétorquai-je, surtout sur les soins abordables. Position typique de la classe ouvrière. Intervint Geneviève, toujours à penser aux avantages, sans se demander qui va payer. Je sentis mes joues s'empourprer. J'ai payé des impôts pendant 40 ans. Geneviève, j'ai droit à des soins abordables. À mon âge. Maman, évitons la politique, m'interrompit Nathalie. Ça mène toujours à des disputes. Je ne dispute pas, dis-je. J'exprime juste mon opinion, qui est basée sur l'émotion, pas sur les faits, ajouta Olivier. Je me tousse, réalisant que tout ce que je dirais serait pris comme les marmonnements d'une vieille femme ignorante. Je passai le reste du dîner à picorer en silence. Dans mon assiette, un plat exquis que je ne pouvais pas prononcer. Après le dessert, Olivier se leva et tapa son verre avec sa cuillère. « Nous avons une petite annonce à faire, dit-il, regardant Nathalie avec un sourire. Nous avons accepté une offre de partenariat. Dans le cabinet d'avocats international, Dubois et Lefebvre. Cela signifie que nous déménageons à Londres pour 3 ans. » Des exclamations enthousiastes et des applaudissements retentirent. Geneviève rayonnait. Adrien leva son verre pour porter un toast. Je restai assise, abasourdie par la nouvelle. Londres, si loin. Je ne reverrai plus ma petite fille. Et Chloé, demandai-je, quand la première vague de félicitations s'apaisa. Son école, ses amis. Il y a d'excellentes écoles internationales. À Londres, répondit Nathalie. Geneviève nous a déjà aidés à choisir la bonne. Ce sera une expérience formidable. Pour Chloé, d'apprendre une nouvelle langue, de découvrir une nouvelle culture. Mais l'anglais est sa langue maternelle, dis-je, la voix tremblante. L'anglais est différent en Angleterre. Maman, Nathalie leva les yeux au ciel, et je parlais de la culture. En général, une éducation européenne lui donnera un avantage à l'avenir. Quand partez-vous? Demandai-je, essayant de garder une voix neutre. Dans 2 mois, répondit Olivier. Juste après Noël, nous voulons que Chloé commence le semestre de printemps. Là-bas, 2 mois. Il ne me restait que 2 mois pour dire au revoir à ma petite fille. Je sentis les larmes monter à mes yeux, mais je les retins
Je ne voulais pas leur donner une raison de penser que je manipulais leurs sentiments. Et félicitations, dis-je, essayant de sourire. C'est une grande opportunité pour vous. Nathalie hocha la tête, visiblement surprise par ma réaction retenue. Peut-être s'attendait-elle à des hystéries, des larmes, des supplications pour rester, mais j'avais compris depuis longtemps que mes souhaits ne comptaient pas. Pour mes enfants, le reste de la soirée se passa à parler de Londres, des quartiers prestigieux où vivre, des clubs privés où Olivier avait déjà été promis comme membre. Personne ne demanda comment je me débrouillerais seule, comment je verrais ma petite fille, si je pourrais un jour leur rendre visite. Avec ma modeste pension, je partis dès que possible, invoquant la fatigue. Nathalie me raccompagna. À la porte. « Maman » je me demandais, commença-t-elle, baissant la voix. « Pourrais-tu garder un œil sur notre maison pendant que nous serons à Londres? Venir une fois par semaine, vérifier le courrier, arroser les plantes. Nous engagerons un jardinier et un service de ménage. Mais il faut quelqu'un pour entrer de temps en temps. » Voilà, c'était donc ça, l'invitation à ce dîner. Ils avaient besoin d'une gardienne de maison gratuite. Nathalie, c'est à 1 heure de route de chez moi, lui rappelai-je. J'ai 65 ans et je ne suis pas sûre de pouvoir venir chaque semaine, surtout en hiver. Mais tu es à la retraite, rétorqua-t-elle. Tu as tout le temps libre. J'ai une vie, Nathalie, dis-je, surprise de ma propre fermeté. Et une maison à entretenir. D'accord. Elle pinça les lèvres. Je pensais que tu serais heureuse. D'aider, après tout, ça te donnerait une excuse pour être dans un quartier décent. Je ne répondis pas à cela. Je dis simplement au revoir et sortis sous la pluie qui, entre-temps, s'était transformée en un déluge tout le trajet du retour. Je pensais à la facilité avec laquelle mes enfants avaient décidé de me couper de leur vie 3 ans à Londres. Chloé a dosé Hans. Maintenant, quand ils reviendront, elle aura 15 ans, un âge critique, où les filles ont particulièrement besoin de soutien, et s'ils décident de rester là-bas, pour de bon, et si je ne revoyais jamais ma petite fille à la maison, je m'assis dans l'obscurité, écoutant la pluie tambouriner sur le toit. Il fuyait à certains endroits, alors je plaçais des seaux pour recueillir l'eau. Cette maison, la fierté de Maurice et moi, s'effritait lentement, tout comme ma famille. Je ne pouvais pas dormir, et décidai de me faire du thé sur la table de la cuisine, des factures, électricité, taxe foncière. Le montant de la taxe était impressionnant. Le quartier où se trouvait la villa était considéré comme prestigieux, et les taxes d'Ocodus augmentaient chaque année. Ma pension couvrait à peine toutes les dépenses. Je regardais par la fenêtre le jardin sombre. Autrefois, la fierté de Maurice et moi, maintenant envahie par les mauvaises herbes, beaucoup de plantes, mortes sans entretien. Je n'avais ni la force, ni les moyens de le maintenir en ordre. Soudain, cela me frappa. Pourquoi m'accrochai-je à cette maison? Elle est trop grande pour une vieille femme seule, trop coûteuse à entretenir, trop pleine de fantômes du passé. Pourquoi peinais-je à joindre les 2 bouts chaque mois, quand je pouvais vendre la villa, acheter quelque chose de plus petit et vivre confortablement avec l'argent restant? La pensée était si simple, si évidente. Je me demandais pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt. Bien sûr, il y avait des souvenirs dans cette maison, mais les souvenirs ne sont-ils pas toujours avec moi, dans mon cœur? Et cette maison, elle était un symbole de mon passé, de mon mariage, de ma vie avec mes enfants. Mais cette vie était terminée
Maurice n'est plus là, les enfants sont adultes et éloignés de moi. Peut-être était-il temps de commencer un nouveau chapitre. Je restai éveillé toute la nuit, réfléchissant à cette décision. Au matin, j'étais sûr, je vendrai la villa, j'achèterai quelque chose de plus petit, peut-être plus près de la côte, comme Maurice et moi en avions toujours rêvé. Je vivrais comme je voulais vivre, pas comme mes enfants, ou la société l'attendait de moi. Le matin, j'appelai une agence immobilière et pris rendez-vous avec une agente. La femme au bout du fil sembla surprise quand je décrivis ma maison et le quartier, mais accepta rapidement de venir pour une évaluation. Je passai les 2 jours suivants à nettoyer la maison autant que possible. Je réalisai que l'état de la maison déterminerait son prix et je voulais obtenir le montant le plus élevé possible. À 10 heures, le mercredi matin, une Citroën noire, routilante, s'arrêta devant mon portail. Une femme d'une 40aine d'années, en tailleur élégant, en sortit. Somme Elisabeth Roche, agente immobilière. Madame Berger, ravie de vous rencontrer. Voyons votre maison. Nous fîmes le tour de la villa, pièce par pièce. Elisabeth prenait des notes, des photos, posait des questions sur les services publics, l'âge du toit, le système de chauffage. Je fus honnête sur tous les problèmes. 3 qui fuient, câblage électrique, ancien, ceux aussi de plomberie. La maison a besoin de réparations sérieuses, dit-elle, quand nous eûmes fini l'inspection et nous assîmes dans le salon. Mais le terrain est très précieux et la villa elle-même a une valeur architecturale. Elle a été construite dans les années 30, n'est-ce pas? 38. Hochheige. Mon mari et moi l'avons achetée il y a 20 ans et rénovée, mais beaucoup de choses ont vieilli depuis. Je pense que nous pouvons fixer un bon prix, dit Elisabeth, consultant ses notes. Beaucoup d'acheteurs cherchaient des maisons avec une histoire et du caractère. Ils sont prêts à investir dans des rénovations pour obtenir une maison unique. Elle cita en mentant, qui me fit cligner des yeux de surprise. Il était bien plus élevé que ce que j'attendais. Y êtes-vous sûr? Demandai si la maison est dans cet état. Le marché immobilier est en plein essor, expliqua Elisabeth, surtout dans des quartiers comme le vôtre. Je ne serais pas surprise si nous obtenions plus que cela. Nous discutâmes des détails, la commission de l'agence, le calendrier, les documents nécessaires. Elisabeth suggéra de commencer les visites dans 1 semaine, dès que les photos professionnelles et la visite virtuelle seraient prêtes. Avez-vous déjà des projets pour votre déménagement? Demanda-t-elle, en rassemblant ses affaires. Je pense à quelque chose de plus petit, peut-être plus près de l'océan, répondis-je. J'ai toujours voulu vivre près de la mer. Nous avons d'excellentes options à Trouville-sur-Mer et Deauville, s'anima Elisabeth. Des petits condos avec vue sur l'océan, parfaits pour une personne. Et il y a de belles communautés pour retraités. Là-bas, beaucoup d'activités, de socialisation. Nous convînmes qu'elle m'enverrait quelques options par courriel. Quand Elisabeth partit, je m'assis sur le porche et regardai longtemps mon jardin. La décision était prise et étrangement, je ressentais non de la tristesse, mais du soulagement, comme si un poids lourd avait été ôté de mes épaules. Le soir, je reçus un appel de Claudine Favre, une vieille amie que je n'avais pas vue depuis presque 1 an. Nous nous étions rencontrés quand nous travaillions ensemble, moi à la poste, elle à la bibliothèque, à côté. Chaque jour, nous déjeunions ensemble, dans le petit café, entre nos établissements. Claudine, célibataire,
n'avait jamais eu d'enfant et disait toujours que c'était un choix conscient. « Amélie !» s'exclama-t-elle, au téléphone. « Comment vas-tu? Ça fait si longtemps que je n'ai pas entendu ta voix. » Claudine, un sourire apparut sur mon visage. « Je pensais à toi l'autre jour. »« Rien de mal, j'espère. » rit-elle. « Que du bien, assurai-je. »« Comment vas-tu? Comment vont tes voyages ?» Claudine venait de rentrer d'une croisière en Méditerranée. Après sa retraite, elle avait décidé de réaliser son rêve et de voir le monde. Chaque année, elle entreprenait un nouveau voyage. Europe, Asie, Amérique du Sud. Elle m'envoyait des cartes postales de chaque endroit que je gardais dans une boîte spéciale. « Splendide !» répondit-elle avec enthousiasme. « Venise est magnifique, même avec les touristes et les îles grecques. Amélie, tu dois les voir. Une mer si bleue, une lumière si pure. » « Ça semble merveilleux, » dis-je, ressentant une légère pointe d'envie. « Quoi de neuf chez toi? Comment vont les enfants, les petits-enfants ?» J'ai lui raconté l'anniversaire de Chloé, les mots de Nathalie, le déménagement à Londres et ma décision de vendre la villa. « Bravo !» s'exclama Claudine. « Il était temps. Tu as vécu pour les autres. Trop longtemps. Amélie, il est temps de penser à toi. »« Vraiment ?» demanda-je, surprise par sa réaction. « J'avais peur que tu dises que j'étais folle. »« Follée ? Au contraire, tu es enfin revenue. À la raison. » Claudine parlait toujours. « Franchement, sais-tu ce que je pense depuis toutes ces années? Que tu as gaspillé ta vie pour des gens qui ne t'apprécient pas, tes enfants. Je suis désolée, mais ils sont égoïstes. Ils prennent et prennent sans rien donner. En retour, ce sont mes enfants, Claudine, dis-je faiblement. Et alors, ça ne leur donne pas le droit de te traiter comme un paillasson. Tu mérites mieux. Amélie, tu l'as toujours mérité. » Nous parlâmes. Près d'1 heure, Claudine raconta ses voyages, les nouveaux amis qu'elle s'était faits sur la croisière, ses projets pour l'avenir. « Écoute, » dit-elle, « pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi la prochaine fois? Je planifie une croisière dans les Caraïbes, en mars. 2 semaines de soleil, de mer et de bonne nourriture. Les cabines sont abordables si on réserve tôt. » Je ne sais pas. Claudine, hésitai-je. Je n'ai jamais fait de croisière auparavant. Tu essayeras, insista-t-elle. La vie est trop courte pour reporter les plaisirs. Qui sait combien de temps il nous reste? 10 ans, 15. Il faut en profiter. Au maximum. L'idée commençait à me séduire. De plus en plus, pourquoi pas? Si je vendais la villa, j'aurais de l'argent. J'avais toujours rêvé de voir le monde. Mais j'avais mis ces rêves en attente pour ma famille, pour mes enfants. Peut-être était-il temps de les réaliser. « Tu sais quoi ?» dis-je fermement. « Je viendrai avec toi dès que j'aurai vendu la maison et que je serai installée. »« Super !» s'exclama Claudine. « On va tellement s'amuser. Tu ne le regretteras pas, je te le promets. » Après avoir parlé à Claudine, je ne pus dormir longtemps. Mon esprit était rempli de plans, d'idées, de rêves. Je m'imaginais dans un petit appartement cosy, donnant sur l'océan. Je m'imaginais me réveillant le matin et allant à la plage pour voir le lever du soleil, partant en voyage avec Claudine, photographiant le coucher de soleil sur la mer des Caraïbes. Pour la première fois, depuis longtemps, je me sentais vivante, pleine d'espoir et d'attente, comme si les lourds rideaux me séparant de l'avenir s'étaient soudain levés et que je voyais que ce qui m'attendait n'était pas le vide, ni la solitude,
mais de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons. Oui, ma petite fille me manquerait. Oui, il me ferait mal de penser à mes enfants, me tournant le dos, mais je ne vivrai plus. Dans le passé, je mérite le bonheur, je mérite le respect, et si je ne peux pas l'obtenir de mes enfants, je le trouverai ailleurs, dans de nouveaux amis, de nouveaux hobbies, de nouveaux lieux. Le lendemain matin, j'appelai Élisabeth et lui dis que j'étais prête à commencer le processus de vente dès que possible, puis j'ouvris mon ordinateur portable et commençai à chercher des options de logement dans les villes côtières, Trouville-sur-Mer, Deauville, Cabourg. Les noms sonnaient comme une musique, promettant une nouvelle vie, de nouvelles opportunités. Avais-je peur? Oui, j'avais passé 20 ans dans cette maison, connaissant chaque craquement, chaque fissure. Les dernières années de Maurice s'étaient écoulées ici. Mes enfants y avaient grandi, j'y avais été heureuse, mais je savais que je ne pouvais pas vivre dans le passé pour toujours. Il faut avancer, même si c'est effrayant, même si on ne sait pas ce qui nous attend. Je décidai de ne pas parler de ma décision à mes enfants. Pour l'instant, je savais qu'ils s'y opposeraient, poseraient des questions, peut-être même essaieraient de me dissuader, pas parce qu'ils se souciaient de mon bien-être, mais parce que cela perturberait leurs plans. Peut-être comptaient-ils déjà sur l'héritage de cette maison, après ma mort, ou sur son utilisation, à leur avantage. Mais c'était ma maison, ma décision, ma vie, et je n'allais plus vivre selon les règles des autres. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que j'avais décidé de vendre la villa. Élisabeth Roche s'avéra être une vraie professionnelle. Elle organisa une séance photo professionnelle, créa une visite virtuelle de la maison et plaça une annonce sur tous les principaux sites immobiliers. Malgré les problèmes de la maison, l'intérêt était élevé. L'emplacement de la villa et le terrain lui-même attirèrent les acheteurs potentiels. Pendant ce temps, je regardais plusieurs options dans les villes côtières et même voyageais à Trouville-sur-Mer pour voir un condominium qui avait attiré mon attention. C'était un petit complexe pour seniors, lumineux et cosy, à seulement 10 minutes. À pied de l'océan, il y avait un jardin communautaire, une piscine et une salle de loisirs où les résidents pouvaient se réunir pour des jeux et des activités. Je rencontrai quelques futurs voisins. Ils semblaient être des gens sympathiques. Beaucoup, comme moi, avaient déménagé là, après la retraite, pour profiter de la proximité de l'océan. Je n'avais toujours pas parlé de ma décision à mes enfants, en partie par peur de leur réaction, en partie parce que je voulais attendre une offre concrète sur la maison. Je n'avais à leur rendre de compte, mais je savais que tôt ou tard, je devrais leur annoncer mes plans. Le destin en décida autrement. Un jeudi matin, alors que je prenais mon petit déjeuner sur la terrasse, le téléphone sonna. C'était Nathalie, sa voix semblait tendue. « Maman, est-ce que vrai ?» demanda-t-elle, sans saluer. « Est-ce que vrai ?»« Quoi ?»« Ma chérie, » répondis-je, bien que je savais déjà de quoi il s'agissait. « Que tu vends la maison. » Il y avait tant de froideur dans sa voix que je pouvais presque la sentir physiquement à travers le téléphone. Je pris une profonde inspiration, rassemblant mes pensées. Donc, il savait déjà, mais comment? Hein? Oui, Nathalie, j'ai décidé de vendre la villa, répondis-je calmement. Elle est trop grande, pour moi seule, et de plus en plus difficile à entretenir. Et tu n'allais pas nous le dire, s'indigna-t-elle. Devions-nous l'apprendre d'Élodie Garnier, que notre mère mettait la maison familiale en vente. Élodie Garnier était la femme de Thibault Garnier, un collègue d'Olivier que j'avais rencontré à ce dîner funeste. Apparemment, elle avait vu une annonce pour la maison. J'allais vous le dire,
quand il y aurait une offre, dis-je. Pour l'instant, je ne fais que sonder le marché. Sonder le marché. J'entendais le sarcasme dans sa voix. Ah, maman, les sites affichent des photos de la maison, une visite virtuelle. Et le prix, ce n'est pas sonder le marché, c'est vendre activement. Nathalie, c'est ma maison, et j'ai le droit de décider quoi en faire, dis-je fermement. Adrien et moi sommes en route pour chez toi, dit-elle sèchement. Nous serons là. Dans 2 heures, elle y raccrocha, sans attendre ma réponse. Je restai assise, fixant le téléphone dans ma main, le cœur battant dans ma poitrine. Je m'attendais à une conversation difficile, mais je ne pensais pas qu'elle commencerait si soudainement et si agressivement. Je passai 2 heures à attendre nerveusement, passant en revue les arguments dans ma tête, me préparant aux objections possibles. Des enfants, c'était ma maison, ma décision. Je n'avais pas à me justifier, et pourtant, je me sentais coupable, comme si j'avais fait quelque chose de mal. 2 heures plus tard, exactement, un klaxon retentit au portail. Je sortis sur le porche et vis le grand SUV noir de Nathalie, garé devant. Nathalie et Adrien en sortirent tous deux, le visage sombre, à ma surprise. Geneviève les suivait. Que faisait-elle ici? Quel rapport? Ma belle-mère avait-elle avec mes décisions? Maman. Nathalie s'approcha de moi, le visage tendu. Nous devons avoir une discussion sérieuse. J'y hochai la tête, en silence, et les conduisis dans la maison. Nous nous installâmes dans le salon, Nathalie et Adrien sur le canapé, Geneviève dans le fauteuil, moi en face d'eux. Pourquoi as-tu amené Geneviève? Démandaille, regardant ma fille. Geneviève est très inquiète pour toi, maman, répondit Nathalie. Elle se soucie de ton bien-être. J'ai retint un ricanement. Geneviève ne s'était jamais souciée de mon bien-être. Sa présence ici avait une autre raison. Et qu'est-ce qui vous préoccupe exactement? Démandaille, essayant de garder une voix calme. Ton état mental, maman, intervint Adrien. Tu prends des décisions hâtives qui pourraient affecter négativement ton avenir. Mon état mental va parfaitement bien, répondis-je, et ma décision de vendre la maison est très réfléchie. Maman. Nathalie se pencha en avant, sa voix plus douce, comme si elle parlait à un enfant ou à une personne malade. Nous comprenons que la mort de papa a été dure pour toi. Peut-être te sens-tu seule, et cela affecte tes décisions. Mais vendre la maison est un pas trop radical. Je ne me sens pas seule, rétorquai-je, et ma décision n'a rien à voir avec la mort de votre père. C'est une décision pratique. La maison est trop grande pour moi, trop coûteuse à entretenir. Je veux quelque chose de plus petit, plus confortable et plus près de l'océan. L'océan. Adrien échange un regard avec Nathalie. Tu vas déménager près de l'océan. Où? Exactement. À Trouville-sur-Mer, répondis-je. J'ai repéré un condominium dans un complexe pour seniors. Il est très cosy et à seulement 10 minutes à pied de la plage. Un condominium dans un complexe pour seniors. Nathalie fit sonner cela, comme si j'avais dit que je déménageais dans un bidonville. Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Tu veux échanger la villa contre un appartement. Pour vieux? J'ai 65 ans. Nathalie, lui rappelai-je. Je suis moi-même une vieille personne. Et oui, je préfère cet endroit pour vieux à cette grande maison vide, où tout ce que je fais est de ressasser le passé. Somme. Et nous? Demanda Adrien. As-tu pensé à nous, à la fréquence
à laquelle nous pourrons nous voir. Si tu déménages si loin. Je le regardai, perplexe. Quand l'avait-il vu? Pour la dernière fois, il y a 6 mois? 8. Adrien, nous ne nous voyons pas beaucoup. De toute façon, dis-je doucement. Et Trouville-sur-Mer n'est qu'à 1 heure. De Pont-l'Évêque, ce n'est pas un autre pays. Et Chloé, intervint Nathalie, as-tu pensé à ta petite fille, à ce qu'elle ressentira quand elle apprendra que sa grand-mère a vendu la maison où elle a passé tant de moments heureux? Ce fut un coup bas. Je sentis la colère monter en moi. Nathalie, toi et Olivier, déménagez à Londres pour 3 ans, lui rappelai-je. Quand vous reviendrez, elle aura 15 ans. Je ne pense pas qu'elle rendra visite souvent à sa grand-mère. À cet âge, peu importe où je vis. Nous pourrions changer d'avis, dit Nathalie, rapidement. Olivier n'a pas encore signé le contrat final. Nous pourrions rester ici, être plus près de toi. Sans. Je la regardai, surprise. Elle était si enthousiaste à l'idée de déménager à Londres, si fière de la nouvelle position d'Olivier. Et soudain, elle était prête à tout abandonner. Quelque chose ne collait pas. Nathalie, je sais combien ce déménagement compte pour toi, dis-je, et je ne veux pas que tu y renonces à cause de moi. Ce n'est pas seulement ça. Maman, intervint Adrien. Il y a aussi un aspect financier. Financier. Je le regardais, perplexe. Qu'ont à voir mes finances avec vous? Nous ne pensons pas que tu réalises la pleine valeur de la maison, dit Geneviève, entrant dans la conversation. Pour la première fois, ce quartier est devenu très prestigieux. Ces dernières années, le terrain ici vaut une fortune. Si tu vends la maison, maintenant, tu pourrais ne pas obtenir sa pleine valeur marchande. Elisabeth Roche, mon agente immobilière, a fait une évaluation approfondie, répondis-je. Et je suis très satisfaite du prix proposé. Elisabeth Roche, Geneviève haussa un sourcil. Amélie, elle est connue pour vendre rapidement, mais pas toujours au meilleur prix. Tu aurais dû nous consulter avant de choisir une agente. Je n'ai pas à vous consulter sur ma propriété, dis-je fermement, commençant à perdre patience. Maman, s'il te plaît. Nathalie se leva soudain et s'approcha de moi, s'agenouillant à côté de mon fauteuil. Des larmes brillaient dans ses yeux. S'il te plaît, ne vends pas la villa. Tu ne réalises pas combien c'est important pour nous. Je la regardai, perplexe. Pourquoi la vente de ma maison était-elle si importante? Pour elle, quelque chose n'allait décidément pas. Nathalie, de quoi parles-tu? Demandai-je. Pourquoi te soucies-tu tant de ce que je fais de ma maison? Nathalie baissa les yeux, évitant mon regard. Adrien frottait nerveusement le revers de sa chemise. Geneviève fixait la fenêtre avec une expression impénétrable. C'est Nathalie, répétai-je, insistante. Que se passe-t-il? Nathalie hésita, puis prit une profonde inspiration et continua. Nous comptions sur cette maison, maman, qu'un jour elle serait à nous. Vous comptions sur l'héritage de ma maison, dis-je lentement, sentant la colère monter en moi. Aviez-vous déjà planifié ce que vous feriez de ma propriété après ma mort? Si, pas d'après ta mort, rétorqua Nathalie, rapidement. Nous pensions que quand tu serais plus âgé et incapable de vivre seul, tu emménagerais avec nous ou dans une bonne maison de retraite. Et la villa pourrait être vendue ou louée? C'est une maison de retraite. Je n'en croyais pas mes oreilles. Vous m'aviez déjà placé dans une maison de retraite et disposé de mes biens. Ah, maman
Ne sois pas si dramatique, intervint Adrien. Si nous planifions juste l'avenir, comme toute famille responsable. Une famille responsable, répétai-je, secouant la tête. Une famille responsable demande l'avis de sa mère sur son avenir, ne décide pas tout dans son dos. Nous voulions t'en parler, dit Nathalie, mais nous n'avions pas trouvé le bon moment. Et maintenant, vous avez trouvé le bon moment, parce que j'ai perturbé vos plans. Ricanaïs amèrement, parce que j'ai osé disposer de ma propriété, comme je l'entendais. Nathalie se releva de ses genoux et s'assit à nouveau sur le canapé, à côté d'Adrien. Son visage avait changé, le masque de sollicitude et d'inquiétude avait disparu, laissant place à l'expression calculatrice que j'avais si souvent vue ces dernières années. Maman, Olivier et moi avons contracté un prêt sur notre futur héritage, admit-elle enfin. Nous comptions pouvoir le rembourser quand nous hériterions de la maison. Je sentis le sang se retirer de mon visage. Ils avaient contracté un prêt sur une maison qu'ils ne possédaient même pas sur ma maison. Vous avez fait quoi? Exalaïe. Comment est-ce même possible? Il existe des instruments financiers spéciaux, intervint Geneviève. Des prêts sur un futur héritage sont légaux s'il y a des raisons raisonnables de croire que l'héritage sera substantiel. Et vous aviez certainement de telles raisons, dis-je, la regardant. Vous étiez si sûr que je laisserais la maison à Nathalie et Adrien, que vous leur avez conseillé de contracter un prêt contre elle. Je n'ai fait que souligner la possibilité, répondit Geneviève, froidement, et c'était leur décision. Ça, maman comprend. Nathalie se pencha en avant. Nous n'avons rien fait de mal. Nous avons juste utilisé les ressources que nous avions. Des ressources. Je n'en croyais pas. Mes oreilles. Je suis une ressource pour fouiller, pour ma vie. Ma maison sont juste des ressources pour vos fraudes financières. Ne déforme pas mes mots, maman, intervint Adrien. Ce n'est pas ce que nous voulions dire. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Demandaille, sentant ma voix trembler. Expliquez-moi ce que vous vouliez dire quand vous avez décidé de disposer de ma maison sans mon consentement. Nous pensions que tu serais heureuse d'aider, dit Nathalie. Tu as toujours dit que tu ferais n'importe quoi. Pour nous, vous aider. Je n'en croyais pas. Mes oreilles. Nathalie, toi et Olivier avez un revenu combiné 6 fois supérieur à ma pension. Vous avez une immense maison, dans un quartier huppé, 2 voitures, des vacances 3 fois par an, et vous avez besoin d'aide. Nous devons maintenir un certain style de vie, intervint Geneviève, surtout maintenant qu'Olivier a été promu à Londres. Il faudra louer un endroit décent, payer l'école privée de Chloé, participer à la vie sociale à un niveau approprié. Et pour cela, vous avez décidé d'hypothéquer ma maison, dis-je lentement, commençant à saisir l'ensemble du tableau. La maison que Maurice et moi avons achetée avec nos économies, dont nous avons remboursé l'hypothèque pendant 20 ans en nous privant de tout. Vous avez décidé qu'elle vous appartenait, que vous pouviez l'utiliser pour soutenir votre style de vie. Maman, nous n'avons pas pris tant que ça. Tenta de se justifier, Nathalie. Seulement 200 000 euros. 200 000 euros. J'ai senti mon souffle se couper. Sur quoi les avez-vous dépensés? Nathalie et Adrien échangèrent un regard. Geneviève soupira. Olivier voulait rejoindre un club de golf prestigieux, dit enfin Nathalie. Et nous devions rénover la cuisine avant de vendre notre maison.
et Adrien avait besoin d'argent pour investir. En investissement. Je me tournai vers mon fils. Oui, maman. Adrien tenta de sourire. J'ai trouvé une excellente opportunité pour investir dans une start-up. Ils développent une application de fitness utilisant l'intelligence artificielle. C'est l'avenir. Je regardais mes enfants, ne les reconnaissant pas, ces personnes que j'avais mises au monde, élevées, auxquelles j'avais consacré ma vie, étaient assises devant moi, me disant comment ils avaient hypothéqué ma maison pour un club de golf et des investissements douteux. Et maintenant, vous craignez de ne pas pouvoir rembourser le prêt si je vends la maison, dis-je lentement, assemblant les pièces du puzzle. La banque pourrait exiger un remboursement immédiat si elle savait que la maison est vendue. Nathalie hochera la tête. Nous n'avons pas cet argent en ce moment, surtout avec le déménagement qui approche. Maman, s'il te plaît. Adrien se leva et s'approcha de moi. Nous te demandons de ne pas faire ça. Attends au moins quelques années. Je suis sûre que mon investissement portera ses fruits et nous pourrons rembourser le prêt. Je le regardais, ses yeux suppliants, sa montre coûteuse, probablement achetée avec l'argent du prêt sur ma maison, et soudain cela me frappa. C'est pourquoi tu m'as proposé de garder votre maison pendant que vous serez à Londres, dis-je, regardant Nathalie, pas parce que vous aviez besoin de mon aide, mais parce que vous vouliez vous assurer que je ne vendrai pas la maison pendant votre absence. Nathalie baissa les yeux, ne niant pas. Et c'est pourquoi vous m'avez tenu à distance toutes ces années, continua-je, sentant la colère monter en moi. Vous n'appeliez pas, ne rendiez pas visite, ne vous intéressiez pas à ma vie. Vous aviez peur que je découvre ce que vous planifiez, que vous aviez déjà pris possession de ma maison. Maman, nous t'aimons, tenta d'objecter Nathalie. Nous avons juste été très occupés. Nous avons nos propres vies. Ne me parle pas d'amour, m'élevai-je, sentant mes genoux trembler. L'amour, ce n'est pas utiliser une personne comme une ressource. L'amour, ce n'est pas planifier son avenir sans son avis. L'amour, ce n'est pas mentir et manipuler. Amélie, calme-toi, intervint Geneviève. Tu réagis trop émotionnellement. Les enfants essayaient juste d'assurer leur avenir. À mes dépens, là coupai-je, au détriment de mon confort, de ma sécurité, de mon avenir. Maman, s'il te plaît. Nathalie s'agenouilla à nouveau et saisit mes mains, son visage déformé par la peur. Mais, s'il te plaît, ne vends pas la villa. Non, ne vends pas la villa. Nous ne pourrons pas rembourser le prêt. La banque prendra notre maison. Nous perdrons tout. Je la regardais, cette femme qui était autrefois ma petite fille. Elle pleurait, se pliait, mais je voyais dans ses yeux pas du remords, mais de la peur de perdre son statut, son mode de vie, sa position sociale. Je regardais Nathalie, agenouillée devant moi, son visage parfaitement maquillé, déformé par la peur, ses mains tremblantes. Adrien se tenait à côté, son expression confiante habituelle, remplacée par la panique. Geneviève restait droite, mais même son masque impénétrable commençait à se fissurer. Une inquiétude dans ses yeux, toute ma vie. J'ai cédé à mon mari quand il insistait. J'ai cédé à mes enfants quand ils demandaient des jouets coûteux ou des vêtements chics. J'ai cédé au travail, acceptant des heures supplémentaires pour que d'autres passent du temps avec leur famille. J'ai toujours cru que céder, c'était aimer, prendre soin, être une bonne personne. Mais maintenant, regardant mes enfants, je réalisais soudain que mes concessions n'avaient rendu personne heureux. Maurice est mort, sans réaliser
beaucoup de ses rêves. Les enfants ont grandi égoïstes et calculateurs, et moi, je me suis perdu dans ce flot incessant de donner et prendre. Lève-toi, Nathalie, dis-je calmement. Ne t'humilie pas. Elle se releva lentement, essuyant ses larmes. Maman, s'il te plaît, recommença-t-elle. Non, levai-je la main, l'arrêtant. C'est à mon tour de parler, et vous allez tous écouter. Je pris une profonde inspiration, rassemblant mes pensées. Tant de choses s'étaient accumulées au fil des ans, tant de ressentiments, de déceptions, de malentendus. Par où commencer? Quand vous étiez petit, toi et Adrien, commençai-je, regardant Nathalie. Je vivais pour vous. Chaque décision que je prenais, chaque geste que je faisais, était dans votre intérêt. Votre père et moi, nous avons tout abandonné pour vous offrir la meilleure éducation, les meilleures opportunités dans la vie. Et je ne le regrette pas. C'est le rôle des parents, de faire des sacrifices pour leurs enfants. J'ai fis une pause, sentant une lourdeur s'accumuler dans ma poitrine, mais je m'attendais à ce que, devenus adultes, indépendants, prospères, notre relation change, que vous me traitiez avec le même respect et la même attention que je vous ai montré, que nous devenions non seulement mère et enfant, mais amis, un soutien mutuel. Je regardais leurs visages, incompréhension, impatience, peur, mais pas de remords, pas de culpabilité. Et, au lieu de cela, dès que vous vous êtes remis sur pied, vous avez commencé à vous éloigner, d'abord imperceptiblement, moins d'appels, moins de visites, puis de plus en plus clairement, manquant les fêtes familiales, oubliant mes anniversaires. Quand votre père est mort, vous étiez là, physiquement, mais pas émotionnellement. Vous avez organisé les funérailles, comme un événement d'affaires, pas comme un adieu à l'homme qui vous a donné la vie. Maman, nous étions sous le choc, tenta d'objecter Adrien. Nous ne savions pas comment réagir. Ne m'interromps pas, lui lançai-je un regard, qui le fit taire. Immédiatement, après la mort de votre père, je suis restée seule dans cette grande maison. J'espérais que vous viendriez plus souvent, que Chloé passerait des week-ends avec moi, que nous nous rapprocherions. Au lieu de cela, vous êtes devenus encore plus distants. Je n'ai pas vu ma petite fille depuis des mois. Toi, Adrienne, tu ne m'as pas appelée à Noël dernier. Et toi, Nathalie, tu as oublié mon anniversaire l'année dernière. Nous avions une semaine folle au travail, marmonna Nathalie. J'allais appeler, mais quelque chose de plus important survenait toujours. Finis-je pour elle. Toujours quelque chose de plus important que votre mère. Je me levai et allai à la fenêtre. Elle donnait sur le jardin, autrefois soigné, effleuri, maintenant envahi de mauvaises herbes. Je pourrais pardonner votre éloignement, continuai-je, regardant par la fenêtre. Je pourrais comprendre que vous avez votre propre vie, vos propres soucis, mais ce que j'ai appris, aujourd'hui, que vous avez hypothéqué ma maison, que vous en avez disposé, comme de votre propriété, sans un mot à moi. C'est une trahison que je ne peux pas pardonner. Je me tournai vers eux. Ils restaient assis, en silence, ne me regardant pas. Je vends la villa, dis-je fermement, et rien ne me fera changer cette décision. Mais, maman, Nathalie recommença à pleurer. Oh, nous perdrons tout. La banque prendra notre maison. Nous ne pourrons pas déménager à Londres. C'est votre problème, Nathalie, dis-je. Vous êtes des adultes qui ont pris la décision de contracter un prêt sur la propriété d'autrui. Maintenant, vous devez assumer la responsabilité de vos actes. Mais ça ruinera nos vies, s'exclama Adrien. Que tous mes investissements, tous mes plans. Avez-vous pensé à ma vie,
se démandaille, le regardant droit dans les yeux. Comment je vivrai à mon âge? Que se passera-t-il si la maison devient inhabitable? Que moi aussi, j'ai droit au bonheur, au confort, à réaliser mes rêves. Ils restèrent silencieux, et ce silence était plus éloquent que n'importe quel mot. Je pensais que vous m'aimiez, continua-je doucement. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que vous n'aimez que ce que je peux vous donner, ma maison, mon argent, mes soins, mais pas moi. Ce n'est pas vrai. Maman, tenta d'objecter Nathalie. Nous t'aimons. Non. Nathalie, l'amour, ce n'est pas des mots, ce sont des actions, et vos actions, au fil des ans, m'ont montré n'être rien de plus qu'une ressource pratique à utiliser quand vous en avez besoin, et à oublier quand ce n'est pas le cas. Je m'approchai du canapé et pris mon sac, celui qu'ils avaient moqué pour ne pas être de marque. Je veux que vous partiez, dis-je calmement, tous les trois, et je ne veux plus vous voir dans cette maison. Mais Amélie, tu ne peux pas expulser tes enfants comme ça, intervint Geneviève. C'est indécent. Indécent. Je la regardai, perplexe. C'est indécent d'hypothéquer la maison de quelqu'un d'autre sans le savoir du propriétaire. C'est indécent de manipuler une vieille femme pour obtenir sa propriété. C'est indécent d'utiliser sa propre mère comme un distributeur automatique. Voilà ce qui est vraiment indécent. Geneviève, j'allai à la porte et l'ouvris, indiquant sans équivoque que la conversation était terminée. Maman, s'il te plaît, parlons-en. Nathalie fit un pas vers moi. Nous pouvons trouver une solution. Une solution a déjà été trouvée, répondis-je. Je vends la maison et je commence une nouvelle vie, sans vous. Ils marchèrent lentement vers la sortie, ne croyant toujours pas que je les expulsais vraiment à la porte. Adrien se retourna. Tu vas regretter ça, maman, dit-il. Quand tu seras toute seule, tu réaliseras que la famille est la chose la plus importante. Je lui lançai un long regard. Je suis déjà seule, Adrian. Je l'ai été pendant des années. Et tu sais quoi? C'est mieux d'être seule qu'avec des gens qui ne te respectent pas. Je fermai la porte derrière eux et m'adossai contre elle, sentant mes genoux trembler. Qu'avais-je fait? Expulser mes propres enfants, refuser de les aider. Dans leurs moments de besoin, avais-je fait ce qu'il fallait? Mais ensuite, je me souvins de leur visage, pas du remords, pour m'avoir blessé, mais de la peur de perdre leur possession matérielle. Ils ne demandaient pas le pardon, ils exigeaient que je sacrifie mon avenir pour leur confort, comme ils l'avaient toujours fait. Non, j'avais fait ce qu'il fallait. Pour la première fois depuis des années, je me mettais en premier, et c'était la bonne chose à faire. Le lendemain, j'appelai Élisabeth et lui dis que j'étais prête à accepter l'offre qu'elle avait reçue d'un couple de Rouen. Il proposait un peu moins que le prix demandé, mais était prêt à acheter la maison dans son état actuel, sans exigence de rénovation. Es-tu sûre? Amélie, demanda Élisabeth, nous pourrions attendre. D'autres offres? Je suis sûre, répondis-je. Le plus tôt sera le mieux. Le processus de vente prit un peu plus d'un mois. Je n'avais pas vu mes enfants une seule fois, bien que Nathalie a été appelée plusieurs fois, essayant de me faire changer d'avis. À chaque fois, j'étais ferme. La décision était prise, et elle était définitive. Adrien m'envoya une lettre, écrite sur du papier coûteux, où il parlait, en termes fleuris, de ma responsabilité morale envers ma famille, et comment je détruisais l'avenir de mes enfants et petits-enfants. Je ne répondis pas. Chloé appela un soir. Sa voix semblait confuse. Grand-mère.
Est-ce que vrai que tu vends la maison? Demanda-t-elle. Maman pleure. Tous les jours. Oui, ma chérie, c'est vrai, répondis-je doucement. Parfois, les adultes doivent prendre des décisions difficiles. Mais maman dit que tu fais ça par méchanceté, pour les punir. Dites Chloé, ta maman est bouleversée. Et je comprends ça, répondis-je. Mais je ne fais pas ça par méchanceté. Je le fais parce que je veux une vie différente, dans une maison que je peux entretenir, plus près de l'océan que j'ai toujours aimé. Je ne pourrais pas te rendre visite. Entendis-je l'inquiétude dans sa voix? Bien sûr que si, l'assurai-je. Quand tu reviendras de Londres, tu pourras toujours venir chez moi. J'aurai une chambre pour toi. Tu promets? Je promets. Après cette conversation, je sentis un poids lourd sur mon cœur. Chloé n'était pas responsable des actions de ses parents, mais au fond, je savais que Nathalie ferait tout pour retourner sa fille contre moi, et que je ne reverrais probablement jamais ma petite fille. Le jour où les documents de vente furent signés, je me réveillai. À l'aube, la maison était presque vide. La plupart des meubles, je les avais vendus lors d'une vente de garage, ne laissant que ce que je comptais emporter dans mon nouvel appartement. Un lit, le fauteuil préféré de Maurice, quelques étagères à livres et une commode. Je parcourus chaque pièce, disant adieu à la maison qui avait été témoin de tant de ma vie. C'était ici que Nathalie s'était préparée pour son bal de promo, ici qu'Adrien avait célébré son admission à l'université, ici que Maurice et moi avions célébré notre 25e anniversaire de mariage. Mais avec la nostalgie, je ressentais du soulagement. Cette maison était devenue moins un refuge qu'un fardeau ces dernières années, trop grande, trop coûteuse à entretenir, trop pleine de fantômes. Du passé, au bureau du notaire, je signai tous les documents nécessaires et reçus un chèque pour un montant qui semblait presque irréel. Jamais de ma vie je n'avais eu autant d'argent. Félicitations, Amélie, dit Élisabeth, en me serrant la main. Maintenant, vous pouvez commencer un nouveau chapitre de votre vie. Le nouveau chapitre commença avec le déménagement à Trouville-sur-Mer. Le condo que j'avais choisi était, exactement, comme je l'avais rêvé, lumineux, cosy, avec un petit balcon orienté à l'est, où je pouvais regarder le lèvre du soleil. Sur l'horizon, le complexe s'appelait les Dunes d'Azur et se composait de 30 appartements, disposés autour d'une petite cour, avec un jardin et une fontaine. La plupart des résidents étaient des retraités, comme moi, bien qu'il y ait quelques jeunes couples. Et célibataire, le premier jour, je rencontrai la voisine, d'en face, Margot Delacour, une ancienne professeure d'anglais qui avait déménagé ici après la mort de son mari. « Vous êtes nouvelle, ici ?» demanda-t-elle, en me voyant décharger mes affaires de la voiture. « Laissez-moi vous aider, fils. » Nous commençâmes à discuter, et j'appris que Margot vivait ici depuis 5 ans et adorait ça. « C'est une communauté formidable, ici, dit-elle. Les gens sont amicaux, toujours prêts à aider. Nous avons un club de lecture, des cours de yoga. Sur la plage, des soirées cinéma. Vous ne vous ennuierez pas. » Les premières semaines, je fus occupée à aménager l'appartement. J'achetais de nouveaux meubles. Pour le salon, accrochais des rideaux, installais des photos, mais seulement celles de Maurice et moi, ou de moi seul, les photos des enfants. Je les laissais dans une boîte, dans le garde-manger. Peu à peu, je commençais à faire connaissance avec les autres résidents du complexe. Margot me présenta aux membres du club de lecture, qui se réunissaient chaque mercredi. Dans la salle commune, là, je rencontrai Jeanne, une ancienne infirmière,
Paul, un officier naval retraité, Odette, une artiste, et bien d'autres. À ma surprise, je trouvai rapidement un terrain d'entente. Avec ces gens, ils avaient des parcours, des expériences et des visions de la vie différents, mais tous partageaient une chose, le désir de profiter de la vie, ici et maintenant, sans reporter la joie. À plus tard. Je me liai particulièrement avec Odette. Elle avait à peu près mon âge, mais semblait plus jeune, peut-être à cause de son énergie et de son enthousiasme. Odette animait un cours de peinture sur la plage 2 fois par semaine et me convainquit de m'y joindre, même si je lui assurais que je n'avais jamais eu de talent pour l'art. Le talent, c'est un mythe, dit-elle, agitant son pinceau. Tout est question de pratique et de voir le monde à votre manière. Tout le monde peut apprendre à peindre, s'il le veut vraiment. Sous sa guidance, je commençai à peindre, timidement au début, puis de plus en plus audacieusement. À ma surprise, j'y prenais un plaisir immense. Je pouvais rester des heures sur la plage, essayant de capturer le jeu de lumière sur les vagues ou le vol des mouettes à l'horizon. Un jour, alors qu'Odette et moi revenions du cours, elle me demanda à propos de ma famille. « As-tu des enfants, des petits-enfants » Je lui racontai brièvement mon histoire à propos de Nathalie et Adrien, comment ils s'étaient éloignés de moi, le dernier conflit, sur la vente de la maison. Je n'ai pas parlé avec eux depuis 3 mois, finis-je. Et tu sais, ils ne me manquent pas, autant que je le pensais. C'est normal, hocha Odette, quand une relation devient toxique. Il vaut mieux s'écarter, même s'il s'agit de la famille. Je n'ai pas parlé à mon frère depuis 10 ans, et c'était la meilleure décision pour ma santé mentale. Sa compréhension et son soutien signifiaient plus que je ne pouvais l'exprimer. Claudine vint me rendre visite. 1 mois après mon emménagement, elle s'émerveilla de mon nouvel appartement, de ma vue sur l'océan, de mes nouveaux amis. « Tu as l'air heureuse, Amélie, dit-elle, alors que nous étions assises sur mon balcon, buvant du vin et regardant le coucher de soleil. Je ne t'ai pas vue aussi calme depuis longtemps. Je me sens heureuse, aussi, admis-je. Pour la première fois, depuis de nombreuses années, je vis la vie que je veux, pas celle que les autres attendent de moi. Et les enfants ont-ils accepté ta décision? Je secouai la tête. Je ne sais pas. Nous ne parlons pas. Nathalie a appelé, quelquefois, les premières semaines, mais ensuite, elle a arrêté. Adrien m'a envoyé une lettre, pleine de reproches. Je n'ai pas répondu. Hein? Ne te manque-t-il pas? J'ai réfléchi. Est-ce qu'il me manquait? Bien sûr. Il y avait des moments où je me souvenais. 2 enfants, riantes, immenses, innocentes, mais ces enfants avaient grandi depuis longtemps et étaient devenus des gens que je reconnaissais à peine. Je manque les enfants. Qu'ils étaient, répondis-je enfin, mais pas les adultes, qu'ils sont devenus, et c'est correct. Claudine serra ma main. Tu n'as pas à aimer ceux qui te font mal, même s'ils sont tes enfants. Nous décidâmes de mettre notre plan en action et de partir en croisière dans les Caraïbes. En mars, j'achetai de nouvelles robes d'été, un chapeau de paille, des lunettes de soleil, des choses que j'avais autrefois considérées comme des luxes inutiles, semaine après semaine, mois après mois. Je construisis ma nouvelle vie. Le matin, je me réveillais avec le lever du soleil et allais à la plage, parfois seule, parfois avec Margot ou d'autres voisins. Nous faisions du yoga, directement sur le sable, puis nagions dans l'océan, si le temps le permettait. L'après-midi, je peignais souvent ou lisais des livres.
que j'avais toujours voulu lire, mais n'avais jamais eu le temps. Les soirées étaient remplies de diverses activités, clubs de lecture, soirées cinéma, dîners avec de nouveaux amis, les week-ends, Odette et moi. Partions parfois dans les villes voisines, explorant les petites boutiques, goûtant la nourriture, dans les restaurants locaux, visitant des galeries d'art. Une fois, nous sommes même allés à Caen pour voir une exposition d'impressionnistes. L'argent de la vente de la ville fut investi sur les conseils d'un conseiller financier recommandé par Margot. J'en mis une partie dans un compte pour les dépenses quotidiennes, une autre pour les voyages et les occasions spéciales. Le reste fut placé dans des instruments conservateurs mais fiables, qui procuraient un revenu stable. Pour la première fois de ma vie, je ne m'inquiétais pas pour l'argent. Je pouvais m'offrir de nouveaux vêtements, de bonnes provisions, un dîner au restaurant, sans vérifier constamment mon solde bancaire. C'était une sensation étrange, mais agréable, la liberté des soucis financiers. Parfois, je pensais à Nathalie et Adrien, à comment ils avaient géré les conséquences de ma décision. Avaient-ils pu rembourser le prêt? Avaient-ils dû renoncer à déménager à Londres? Avaient-ils perdu leur maison? Mais ces pensées venaient de moins en moins, chassées par de nouvelles expériences, de nouvelles amitiés, de nouveaux intérêts. Je n'étais pas en colère contre eux. Plutôt, je ressentais de la tristesse que notre relation n'ait pas fonctionné comme je l'avais rêvé, mais je ne me blâmais plus pour cela. J'avais fait de mon mieux, comme mère. Maintenant, il était temps de vivre pour moi. Je passai Noël avec mes nouveaux amis. Nous organisâmes un dîner de fête dans la salle commune, chacun apportant sa spécialité. Je fis des biscuits, selon la recette de ma grand-mère, les préférés de Nathalie et Adrien, enfants. Ce soir-là, en rentrant dans mon appartement, il y avait un message sur mon répondeur de Chloé. « Ah, grand-mère, c'est moi. » Sa voix semblait plus mature que dans mon souvenir. Je voulais juste te souhaiter un joyeux Noël. Nous sommes à Londres depuis 1 mois. Maintenant, il fait froid ici, mais c'est magnifique. Ma nouvelle école va bien. Mais mes amis de l'ancienne me manquent. Maman a dit que je ne devrais pas t'appeler Maï. Tu me manques, grand-mère. J'espère que tu vas bien. J'écoutais son message encore et encore. Une boule amère dans la gorge. Pauvre petite, prise entre des adultes, en guerre. Je décidai de lui envoyer une lettre, pas un courriel, mais une vraie lettre, sur papier, avec des photos de ma nouvelle maison, de la plage, de mes nouveaux amis, qu'elle sache que je pensais à elle, que je l'aimais, qu'elle pouvait toujours venir me voir quand elle le voulait, en mars. Claudine et moi partîmes en croisière, comme prévu, 2 semaines, sur un immense paquebot, voyageant entre les îles des Caraïbes, Jamaïque, Barbade, Sainte-Lucie, les Bahamas. Je n'avais jamais vu des couleurs si vibrantes, une eau si turquoise, des plages de sable si bianches. Nous faisions de la plongée parmi les récifs coralliens, bronzions sur le pont, dansions aux soirées, organisées chaque nuit. Je me sentais plus jeune, plus énergique, plus heureuse que je ne l'avais été depuis des années. Sais-tu ce que j'ai remarqué? Dit Claudine, un soir, alors que nous étions assises sur le pont, regardant les étoiles. Tu ne te tiens plus voûtée avant. Tu marchais un peu courbée, comme si tu portais un poids lourd sur tes épaules. Maintenant, tu te tiens droite, et il y a une étincelle dans tes yeux. Je souris, réalisant qu'elle avait raison. J'avais changé, non seulement intérieurement, mais aussi extérieurement. Les cours de yoga réguliers avaient amélioré ma posture, et ma flexibilité. L'air marin et le soleil rendaient ma peau
plus saine. Mes cheveux, que je nouais simplement auparavant, étaient maintenant coupés en une coiffure élégante qu'Odette avait recommandée, mais le principal changement était à l'intérieur. Je ne me sentais plus comme une victime des circonstances, un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. J'étais devenue la maîtresse de ma vie, de mes décisions, de mon avenir. De retour de la croisière, je me plongeais dans la préparation d'une exposition d'artistes locaux où Odette m'avait persuadé d'exposer certains de mes travaux. Je n'avais jamais pensé que mes modestes aquarelles pourraient intéresser quiconque, mais à ma surprise, 2 tableaux furent vendus le premier jour. Tu vois, dit Odette, triomphante. Je t'avais dit que tu avais du talent? Pas du talent, mais de la pratique. La corrigeai-je, me souvenant de ses propres mots. Et une manière unique de voir le monde. Nous rîmes, et je ressentis une immense gratitude pour Odette, pour Claudine, pour tous les nouveaux amis qui m'avaient aidé à me retrouver à nouveau ce soir-là, assise sur le balcon de mon appartement, regardant l'océan. Je pensais au chemin que j'avais parcouru au cours de l'année passée d'une femme qui vivait dans le passé et souffrait de l'incompréhension de ses propres enfants à une personne qui savoure le présent et est optimiste pour l'avenir. Oui, j'avais dû lâcher prise sur beaucoup de choses, les illusions d'une famille parfaite, les espoirs d'une relation proche avec mes enfants, même une maison qui semblait autrefois l'accomplissement des rêves de Maurice et moi. Mais en retour, j'avais obtenu quelque chose de plus précieux, la liberté d'être moi-même, de vivre selon mes propres règles, de suivre mes rêves. Maurice serait heureux de me voir maintenant. Il disait toujours que je pensais trop aux autres et trop peu à moi. Tu mérites d'être heureuse, Amélie, disait-il souvent. Et maintenant, pour la première fois, depuis longtemps, j'étais réellement heureuse. Je ne sais pas ce que l'avenir apportera. Peut-être, un jour, Nathalie et Adrien comprendront mes motivations et essaieront de réparer notre relation. Peut-être Chloé voudra mieux connaître sa grand-mère quand elle grandira, ou peut-être cela n'arrivera jamais. Mais je ne construis plus ma vie autour des attentes et des espoirs liés à d'autres personnes. Je vis dans l'instant présent, savourant chaque lever de soleil, chaque brise marine, chaque nouvelle page d'un livre, chaque coup de pinceau sur une toile. Et savez-vous quoi? C'est une belle vie, ma vie, enfin la mienne.